إذا نبدأ معك دكتور وجيه. Bonsoir à toutes et à tous. La conférence d'aujourd'hui va porter sur 3 points essentiels. Alors ça va porter sur l'intelligence artificielle évidemment, ça va porter sur la langue arabe et ça va porter sur l'oubli de cette langue arabe. Le contexte de la conférence sera la diaspora, donc en l'occurrence la France. J'ai longtemps hésité à mettre ce titre. Je l'ai changé, rechangé, peut-être qu'on peut réfléchir ensemble à un meilleur titre à la fin de la conférence. Alors avant de commencer, je vais vous demander de deviner avec moi ce que j'ai flouté sur cette indication routière. Je vous donne un indice, c'est en arabe et c'est en Algérie. Alors, j'ai pas été méchant, j'ai laissé un flou transparent, donc pour vous aider un petit peu, effectivement, après avoir passé plusieurs années en France avec mes parents, de retour en Algérie, je me suis rendu compte que mon cerveau avait oublié la langue arabe et devant moi, les indications routières étaient floues. Et donc cette indication routière a quelque part conditionné ma vie d'adulte, puisque c'est à cause ou grâce, je ne sais pas, de cette indication routière que je me suis orienté vers la sociolinguistique, les représentations linguistiques. Je vous mets ma photo parce que maintenant on se connaît, donc je vais tout vous dire. Hein. J'avais la coupe en brosse en 91, c'était à la mode, voilà, donc je ne vous cache rien. Je suis un enfant du zigzag, France-Algérie. Alors je ne sais pas si je suis un trait d'union, mais en tout cas je suis ce que je suis actuellement. Et je me suis posé la question, est-ce que j'étais le seul dans cette situation à avoir oublié une langue que je considérais mienne, hein? Et bien finalement non. Je me suis rendu compte que beaucoup de personnes, alors je cite des gens relativement connus ou très connus, qui ont eu ce flou comme moi, en France, hein, le point commun qu'on a, c'est qu'on parlait arabe et on lisait l'arabe avant d'arriver en France, et on a arrêté, on s'est auto-bloqué peut-être après quelques années en France. Là, on est face à un Libanais qui est venu à l'âge de 4 ans et qui a oublié également, qui avait même honte de l'arabe quand il entendait sa maman le prononcer, et il ne l'a pas transmis à ses enfants. Puis il a eu un sursaut de conscience et il a écrit un livre. Bon. Alors, du coup, ça nous mène vers cette belle citation de Maria Puig de la Bella Casa. C'est une féministe universitaire qui explique que les conditions de vie sont les conditions de vue. Ça veut dire qu'en fonction de ce que nous avons vécu, nous allons voir les choses d'une certaine manière. Et c'est tout à fait vrai pour moi. Ce qui me conduit à prendre le contre-pied de Max Weber, un sociologue allemand, qui explique qu'un chercheur ne doit pas aller sur le terrain. Ben moi, je passe ma vie sur le terrain. Alors le terrain peut être numérique ou peut être physique. Ce qui me conduit par exemple à travailler avec des chercheurs en Nouvelle-Calédonie sur les langues kanak, sur l'arabe, sur le français, les micro-agressions linguistiques, ou à travailler avec des artistes algériens sur l'évolution de la langue arabe sous l'influence du digital, pour reprendre les propos de Karim Gang. Et donc, j'en viens à l'idée que je mets en avant ma subjectivité. Tout mon travail est pétri de subjectivité. Alors cette subjectivité ne m'interdit pas de publier dans les plus grandes revues de la francophonie, mais c'est une subjectivité que beaucoup de mes collègues mettent de côté, mais que moi j'assume pleinement, puisque finalement c'est grâce à ma subjectivité, à ce flou linguistique, à mon lien avec ma langue, l'arabe, qui fait que je suis le chercheur et l'enseignant que je suis. Aussi, j'ai enseigné dans plusieurs universités. J'ai commencé par Paris 10, puis je suis passé par d'autres universités, l'université de Soukaras où j'étais directeur de département, et actuellement je suis à l'université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines. Alors, comment et pourquoi une langue peut-elle s'effacer symboliquement? C'est une vraie question à laquelle on va essayer de répondre. Mais avant, on va faire une petite mise au point terminologique sur les représentations, la diglossie et les identités, et aussi l'arabe ou les arabes, parce qu'il n'y a pas un arabe, mais il y a des arabes.
Pour les représentations, bon, on n'est pas en cours de master, donc on ne va pas passer 3 heures. L'idée, c'est que la notion de représentation est passée par plusieurs étapes. Et comme dit La Bruyère, nous ne faisons que glaner derrière les anciens et les plus habiles d'entre les modernes. Donc je reprends ce que disent mes prédécesseurs. En revanche, moi, ce qui m'intéresse dans cette représentation, c'est les stéréotypes et les représentations, les clichés, comme on dit communément. Et dans une représentation, il y a une périphérie, ce qu'il y a autour là, de la représentation, comme Paris et sa périphérie. La périphérie, ça change beaucoup. En revanche, le noyau a le cuir très dur, et c'est ce qui fait que, par exemple, les stéréotypes traversent les âges. Alors, l'intensité diglossique, alors la notion de diglossie est très importante, même si elle ne fait pas l'unanimité parmi mes collègues sociolinguistes en France. Je m'intéresse à cette notion depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a plusieurs visions. Il y a la diglossie selon les Américains, qui est une vision stable. Il y a une diglossie selon William Marsay, 1930 correspond au centenaire de la colonisation française en Algérie. Et donc c'est une vision qui est un peu biaisée par les travers universalistes et coloniaux. Pour ma part, j'ai une vision plutôt qui s'inscrit dans la sociolinguistique occitane et catalane. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vécu à peu près la même chose que l'Algérie. Après la généralisation du français au XVIe siècle, à partir du XVIe siècle, ce qui a généré une diglossie, c'est-à-dire des rapports conflictuels très forts entre leur langue et la langue française. Alors, je propose des schémas diglossiques, mais on ne va pas rentrer dans des considérations très techniques. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce qu'un dialecte ? Mais avant de vous poser la question, qu'est-ce qu'un dialecte ? Qu'est-ce qu'une langue ? C'est une vraie question, vous pouvez répondre. Je peux répondre? Allez-y. Dialecte, c'est le dérivé de la langue. Ah. لما نحكي على الديالكت Oui. نحن في غربة اللغة، لأن اللغة لغة منظومة سياقية ولغوية. ديالكت Oui. C'est moins cadré. تعارف عليه الجماعة، ما اتفق عليه. Oui. Alors, c'est une définition qui fait un peu l'unanimité, c'est-à-dire qu'il y a la langue et il y a le dialecte. Alors moi, je m'inscris dans une autre perspective. Je pense qu'une langue est un dialecte qui a réussi socialement. Voilà. Donc, l'arabe était un dialecte. L'arabe qu'on considère littéraire était considéré comme un parlé parmi tant d'autres. Et du fait d'un essor économique, d'une vision culturelle, d'une vision religieuse, il a connu plus de succès que d'autres variétés. C'est pour ça que j'aime pas beaucoup le terme dialecte, parce que quand on utilise le terme dialecte, on reconnaît que je parle une langue moins bien qu'une autre langue. Il y a toujours dans notre esprit, quand on parle de dialecte, quelque chose d'un peu mieux. Et c'est une vision très coloniale, puisque l'universalisme colonial a justifié l'existence en Algérie sur la base de ce dialecte qui est frappé d'une certaine diglossie. Et donc, moi, je préfère le terme parler. Alors, le terme d'Elijah, il y a la notion de gradation qui, voilà, sur laquelle je ne souscris pas totalement. Donc, qui dit dialecte dit représentation, dit intensité diglossique, c'est-à-dire rapport conflictuel entre plusieurs langues, et dit identité. À chaque fois que je parle une langue, je projette une identité. Si je parle français, en ce moment, je suis en train de projeter mon identité de francophone. Si je parle arabe, ça sera mon identité d'arabophone. En tout cas, c'est ce que les gens qui sont en face de moi percevront, même si moi, je ne m'en rends pas compte. Et ici, j'ai fait un petit axe dans lequel je définis les langues en fonction de leur représentation positive, si on veut, en fonction de leur prestige. Alors, ça va des dialectes de l'intérieur de l'Algérie, en passant par les dialectes des grandes villes. Le seuil de réussite linguistique d'arabe légitime, on va dire, est au milieu. Il y a aussi l'arabe moyen-oriental, qui n'a rien à voir avec l'arabe algérien, mais dans les représentations de beaucoup d'entre nous, c'est un arabe plus ou moins meilleur. Bon. Puis il y a l'arabe littéraire, et le Graal serait l'arabe religieux. Et donc plus on s'éloigne du seuil de réussite linguistique, et plus on est dans un conflit linguistique entre eux. Évidemment, ça suscite des micro-agressions linguistiques, ça veut dire un rejet lié à la langue, etc. Alors moi, ce qui m'intéresse dans les identités, c'est comment on parle de l'autre. Et en fonction de la manière dont je parle de l'autre, je parle de moi-même. Et il fut un temps où il était permis
de rejeter l'autre et sa langue. Depuis la loi Guesso-Rocard est passée par là et on ne peut plus rejeter l'autre de manière frontale. Donc c'est plus facile de le rejeter via sa langue. De dire j'aime pas les Arabes, c'est puni par la loi, mais j'aime pas la langue arabe, c'est une métaphore de l'indicible, c'est encore toléré par la loi, quoique il y a des lois linguistiques qui tendent vers l'interdiction. Alors on essaie d'avancer un petit peu. Je vais essayer de faire un état des lieux des représentations de la langue arabe en France. Dans cet état des lieux, bien évidemment, on va balayer, brosser rapidement des discours politiques, des discours médiatiques. Alors, en général, les discours politiques établissent un amalgame entre la langue arabe et une forme de ghettoisation, une forme de radicalisation, une forme de communautarisme qui conduisent à ce sentiment que la langue arabe n'est pas vraiment chez elle ici, en France. Je rappelle que l'agrégation d'arabe existe depuis 200 ans et qu'on enseigne l'arabe depuis le XVIe siècle en France. Donc l'arabe n'est pas arrivé avec l'immigration, n'est pas arrivé avec les banlieues. Ces exemples illustrent comment l'arabe est progressivement construit comme une altérité. Le fait est que ce soit une altérité, ça va nous conduire à des stratégies d'autocensure, à des stratégies d'évitement et peut-être comme moi, à des stratégies d'oubli. Donc c'est un oubli pour se protéger. Dans la diaspora, il faut arrêter de créer cette distinction entre arabe parlé et arabe littéraire. Nos enfants, pour s'approprier l'arabe de l'école, ils ont besoin d'un substrat, d'une base qu'on apprend à la maison, qu'on affine à l'école, mais qu'on apprend à la maison. Ici, mes informateurs, donc les personnes que j'ai interrogées dans le cadre de mes enquêtes MPF, MLF, Multicultural Paris French, London English, la plupart des informateurs de ce corpus établissent une corrélation entre arabe et manque de respect. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes, pas toutes, mais beaucoup, quand ils parlent en arabe ou quand un mot en arabe échappe, ils demandent pardon, à croire qu'ils ont commis l'irréparable. Et ça, c'est en relation avec cette idée d'indésirabilité de la langue en France. Alors, par contre, il y a d'autres informateurs qui sont plus, sur un plan identitaire, réussissent à se débrouiller un peu mieux. Hein, je rappelle que les premiers, ici, il s'agit de franco-maghrébins, c'est-à-dire des Français, donc, qui ont appris l'arabe pêle-mêle à la maison, dans leur quartier, puis c'est pas de l'arabe en général, c'est une exhibition bilingue, c'est-à-dire qu'ils jettent quelques mots, wesh, wallah, astaghfirullah, il n'y a pas de syntaxe, il n'y a pas de grammaire. Mais là, on est face à des étudiants qui, eux, alors ça c'est l'extrait 6, cette étudiante, elle dit qu'elle s'intéresse plus à l'arabe maintenant depuis qu'elle est en France. Donc ici, elle est en train de construire une dualité identitaire pour éviter le lien conflictuel, cette diglossie intense qu'il y a entre l'arabe et le français, et puis finalement, l'arabe qui ne lui servait pas quand elle était en Algérie, lui sert beaucoup quand elle est en France, quand elle est arrivée en France, puisqu'elle est devenue enseignante dans une association. Alors maintenant que nous avons amélioré nos rapports symboliques avec la langue arabe et les langues arabes, ça veut dire qu'il faut arrêter de créer ce schisme entre l'arabe algérien qu'on appelle dialecte et l'arabe littéraire, dans l'intérêt de la transmission en contexte migratoire. Alors ici j'ai mis un schéma qui n'a pas pu être téléchargé, mais c'est pas grave. Donc l'arabe dans un contexte global et dans une perspective d'oubli dans beaucoup de pays dans le monde, hein, pas forcément dans la banlieue parisienne. Hein, on parle du Moyen-Orient où on est à droite toute sur l'anglais. Et on peut constater que dans beaucoup de pays dans le monde, l'arabe a tendance à passer à la trappe au profit d'une langue qui serait miraculeusement meilleure. Et pour nos enfants de l'immigration, souvent l'intégration conduit à reléguer cette langue arabe. Alors, sur le plan quantitatif, il y a 4 millions de locuteurs à peu près de l'arabe, donc ce qui est très, très, très important. Par contre, à l'école, il y a uniquement 3% de collèges en France
qui ont le dispositif pour l'enseignement des langues et des cultures d'origine. Donc il y a un contraste assez flagrant. Alors pour vitaliser la langue, on a plusieurs moyens. Édouard Saïd, en 2008, c'est un article posthume dans Le Monde diplomatique, il parle de lien avec les médias. Si on veut valoriser une langue, la langue doit passer dans les médias. Si elle ne passe pas dans les médias, ça n'intéresse personne. Et donc ce n'est que de cette manière qu'on peut revitaliser dans les représentations de nos enfants la langue arabe. Alors la bonne nouvelle, c'est que les médias ne sont plus l'apanage d'une poignée de personnes. Avant, on avait la parabole en France, ce qui permettait de faire entrer l'arabe dans les salons. Bon, il n'y a plus de parabole maintenant. Ensuite, il y avait les ordinateurs avec la graphie arabe, ce qui était une excellente chose. Puis Internet avec tous les contenus en arabe. Et maintenant, on a l'intelligence artificielle qui est une révolution à part entière. Ça, c'est sur le plan individuel, bien évidemment. Après, on parlera sur un plan plus macro. Alors, ici, à partir d'un prompt. Alors, un prompt, c'est une instruction assez circonstanciée, assez contextualisée, qu'on donne à une machine, ici ChatGPT 4o, pour lui demander de me créer une séquence pédagogique pour un enfant né en France qui ne parle pas très bien l'arabe, qui a des racines algériennes. Et donc c'est une séquence pédagogique que tout le monde peut faire à la maison. Bien évidemment, plus on est précis à l'entrée et plus la machine sera précise à la sortie. Donc je parle du CE-CRL qu'on utilise pour l'enseignement des langues en France. Et à partir de ça, la machine me sort un détail extraordinaire, accessible à tout le monde. Alors avec des objectifs linguistiques, culturels, didactiques. Alors ici, on a des exemples même culturels, des comparaisons de proverbes, du vocabulaire. Moi, à chaque fois que j'utilise cette machine pour l'arabe, je suis bluffé. Elle s'appuie sur des approches pédagogiques, sur de la didactique. Et je lui ai même donné l'ordre de s'appuyer sur des programmes algériens. Et comme je connais un petit peu les programmes algériens, je peux vous dire que la machine s'est appuyée sur des programmes algériens pour me proposer des cours de grammaire. Pour finir, donc dans un monde globalisé, sommes-nous prêts à considérer la diversité linguistique comme une richesse à partager ? Et si l'arabe, au lieu d'être une langue menacée, devenait un modèle de préservation grâce à l'intelligence artificielle ? Merci beaucoup.